Donc ça permettrait quand même aux habitants, aux mangeurs et aux mangeuses de sanctuariser ce budget et de pouvoir l'orienter vers une alimentation de qualité, vers une alimentation durable. Hem Et aussi de l'autre côté, de l'assiette, ça permet aux paysans de pouvoir planifier, d'avoir des rentrées d'argent suffisantes, de pas, être ultra dépendants, de financement ou de subventions extérieures et de travailler main dans la main avec les mangeurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tout premier épisode du podcast Désirable qui va crash tester des idées sociales, des idées environnementales. Et pour ce premier épisode, on va parler, j'en suis très content, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ça s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et pour en discuter, j'ai l'honneur d'avoir pour premier invité Boris Tavernier. Boris Tavernier, bonjour. Donc, Bonjour. député écologiste de la 2e circonscription du Rhône, auparavant fondateur de l'association VRAC, qui mise sur l'achat en gros pour l'accès à une alimentation de qualité. Vous avez déposé il y a quelques mois avec une multitude de collègues une proposition de loi pour l'instauration justement de cette sécurité sociale de l'alimentation. On va y revenir assez longuement au cours de cet épisode. Mais dans un premier temps, je vous propose d'établir le constat, de dire ce qu'il se passe. Alors, on peut dire, je pense que sans être contredit, que la France est plutôt un pays riche, un pays développé. Et à côté de ça, il y a une stat qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est que 16% des Français ne mangent pas à leur faim, selon un rapport du Crédoc. Pourquoi ce constat ? Qu'est-ce qui se passe en France en matière d'alimentation ? Oui, comme vous le dites, 16% de Français en précarité alimentaire et on peut même pousser jusqu'à 45% qui ne sont pas satisfaits de leur alimentation. C'était une étude du Crédoc d'il y a 2 ans. Donc oui, les Français ont faim de bien se nourrir. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a encore 20% de nos paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté dans l'un des pays les plus riches du monde. Donc on peut, ce constat, on l'a depuis plusieurs années. Ça s'est aggravé avec l'inflation, avec la précarité énergétique. Ça s'est aggravé avec la guerre en Ukraine, où on a eu des taux d'inflation à 2 chiffres qui ont fait basculer les plus précaires à l'aide alimentaire. Ceux qui arrivaient encore à s'offrir des marques sont passés au premier prix et ceux qui étaient déjà au premier prix sont passés à l'aide alimentaire. Et tout ça est aussi évidemment fortement lié. On en parle pas assez souvent, enfin on parle souvent du sujet, mais c'est aussi lié au prix du logement. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique le logement est trop cher, donc la variable d'ajustement est toujours l'alimentation, c'est toujours là-dessus qu'on va rogner pour pouvoir payer ses factures et avoir un toit. Et ce sont les mêmes précaires qui ont du mal à se loger et qui ont du mal à se nourrir. Et puis on peut même ajouter la précarité énergétique qui touche les mêmes personnes. Donc tout ça est lié. Mais on aime bien segmenter les précarités, parler de précarité alimentaire d'un côté, de précarité face au logement de l'autre, alors que ce sont les mêmes personnes qui sont touchées. Mais on peut dire que ça s'est empiré plutôt ces 4-5 dernières années. Ah oui, oui, ça s'est complètement empiré ces dernières années, et puis même depuis 40 ans, en fait, ça ne fait que s'empirer. Donc il y a urgence à essayer de trouver aussi un modèle différent. Et il faut aussi savoir, on a du mal à voir les véritables chiffres de l'aide alimentaire. Ça aussi, 5, 6, 7 millions, peut-être moins, peut-être plus. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est ce que 50% des Français et des Françaises qui ont le droit à l'aide alimentaire n'y vont pas. Donc voilà, c'est aussi pour essayer d'insister un peu là-dessus. J'ai quelques collègues dans l'hémicycle qui tapent toujours sur ces assistés, ceux qui abuseraient du système. Non, quand on pousse la porte du secours populaire ou des restos du cœur, c'est qu'on a vraiment faim et on va aucunement profiter du système. Justement, vous avez ouvert le prochain sujet, mais il y a en France ce qu'on appelle l'aide alimentaire qui permet de nourrir un certain nombre de millions de citoyens, j'ai plus le chiffre exact. Pourquoi ce modèle n'est pas tout à fait satisfaisant ? Je sais il y a des critiques à l'encontre de ce modèle. Je pense notamment à Bénédicte Bonzi, anthropologue, qui a mené une large étude à ce sujet. Pourquoi on critique ce système-là en place ? Alors évidemment, c'est difficile de critiquer des structures qui permettent à des millions de personnes de manger. Néanmoins, effectivement,
il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, la grande distribution, les grandes surfaces jetaient les invendus ou les javelisaient. Il y avait quand même, enfin, c'était quand même assez fou. Et à cette époque-là aussi, donc il y a Guillaume Garot qui voit, qui était ministre sous François Hollande, se rend compte qu'effectivement, il y a d'un côté du gaspillage alimentaire assez énorme et de l'autre côté des personnes qui ont faim. Donc l'idée, c'était de contraindre les grandes surfaces à pouvoir donner avec un petit cadeau fiscal évidemment, donner ces produits pour que les gens puissent manger. Donc ça part plutôt d'un bon sentiment et d'une bonne idée. Et encore une fois, la grande distribution et l'industrie agroalimentaire ont réussi à pervertir une bonne idée et à faire en sorte que ça devienne un business. Euh, Aujourd'hui, en fait, si vous visitez une banque alimentaire, vous allez voir beaucoup de produits ultra transformés, vous allez voir beaucoup de produits pas forcément très bons pour la santé. Vous allez voir des chocolats, des calendriers de l'Avent, mais on est au mois d'avril. Donc voilà, c'est assez fou. Et puis en fait, l'association caritative qui va aux banques alimentaires ne peut pas choisir ce que la banque alimentaire va lui donner. Donc elle prend, sinon elle n'aura droit à rien. Et puis le bénéficiaire, en bout de course, ne va pas choisir non plus ce qu'on lui donne. Mais la banque alimentaire n'a pas non plus choisi. Il faut quand même se rendre compte, dans ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes, une étude de la préfecture montre que 50% des produits donnés par la grande distribution sont des produits périmés. Ce sont des produits périmés. Donc, comment on considère les gens les plus précaires en France? C'est des poubelles, en fait. C'est juste les poubelles de la grande distribution. Et ça, c'est assez fou parce que c'est cette même grande distribution qui a poussé ces gens vers l'aide alimentaire. À force de surmarger, à force de faire en sorte que les produits les moins chers soient aussi les moins bons pour la santé. Donc, ils sont clairement coupables en tout cas, ont permis à cette précarité de se développer. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait quoi? On se rend compte que aussi à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de gaspillage, que 13 000 tonnes, je crois, chaque année sont jetées par les banques alimentaires. Ça veut dire que des milliers de bénévoles sont là pour trier les déchets de la grande distribution. La grande distribution qui a gagné de l'argent en donnant ces produits-là. Donc oui, effectivement, il faudrait que ça s'arrête. Et tout ça a été fortement critiqué dans un rapport de l'État, de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, en 2021, qui a permis aux langues de se délier et puis de montrer, oui, il y a un problème de qualité des produits et un problème de dignité des personnes. Parce que, en fait, même si on n'a pas d'argent, on a besoin de choisir son alimentation. On a tous une culture différente, des goûts différents. Et voilà, et le fait de devoir prendre un panier contraint et de baisser la tête et dire merci, ça ne fonctionne pas toujours. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut changer. Il y a une critique aussi qui est régulièrement faite sur l'aspect stigmatisant de l'aide alimentaire. Oui, souvent, malheureusement, souvent, c'est des lieux qui sont à la périphérie des villes, ou dans des sous-sols, dans des garages. Donc, c'est déjà, c'est pas un beau magasin, quoi, en fait, hein, quand vous venez là. Parfois, moi, j'ai pu voir dans des centres de distribution alimentaire des vigiles aussi à l'entrée. Donc là, ok, ça se rapproche d'un magasin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une suspicion. Donc, j'ai rencontré vraiment, comme Bénédicte, hein, dans son bouquin, j'en avais fait un avec Frédéric Danré et Alexis Génie, qui s'appelait Ensemble pour mieux se nourrir en 2021, où on partait de ce constat-là. Et beaucoup de personnes qui vivaient cette aide alimentaire nous racontaient, on nous dit souvent, vaut mieux ça que rien. Ben non, en fait, on préfère rien que ça, parce que c'est indigne aussi. Et là, il parlait notamment de produits encore pires que ce que peut donner la grande distribution. Il parlait du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc là, c'est vraiment des produits, il y en avait une trentaine à l'époque, qui sont sourcés pour l'aide alimentaire. C'est des produits que vous ne retrouvez pas dans les magasins. Et c'était en 2019-2020, je crois, c'était à cette époque-là qu'on avait retrouvé des steaks hachés polonais où il n'y avait pas de traces de viande. C'était des tendons, c'était du gras, c'était de l'amidon. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pour les pauvres. Il y a aussi quelque chose que je trouve important de mentionner, c'est le fait qu'il y a une bonne partie des personnes qui pourraient bénéficier de cette aide alimentaire qui finalement ne la demandent pas. Oui, c'est souvent ce qui revient souvent, c'est le sentiment de honte. C'est difficile de demander de l'aide à quelqu'un. C'est difficile de pousser ses portes, même si l'accueil va être super et que les gens, quand les bénévoles qui sont sur place font le maximum pour satisfaire vos besoins. Mais ça reste très très compliqué. Je connais des personnes qui vont aller dans un autre quartier, dans une autre ville, pour pas être vues. Parce que ça reste ce côté très stigmatisant. Mais regardez, encore des
des gens qui ne veulent pas traverser la rue pour travailler, mais qui vont aller réclamer à manger. Donc oui, c'est difficile et il faut beaucoup de courage pour oser pousser ces portes. Là, on parle des plus démunis, on parle de l'aide alimentaire, mais plus globalement, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que les Français mangent de plus en plus de produits transformés. Je ne sais pas si on peut dire que les Français mangent de plus en plus mal, mais allez, je le dis. On parle, il me semble, de 17% des Français qui sont en situation d'obésité. Est-ce que c'est un problème également, plus généralement, au-delà Alors l'obésité explose, elle touche aussi de plus en plus les enfants. Le diabète explose, hein. Je crois qu'il a été, sur ces 20 dernières années, multiplié par 160%. Enfin, c'est une augmentation de 160%. C'est assez dingue. Parce que oui, comme le montre l'étude de Foodwatch ou comme l'a montré l'étude de l'ANSES, les produits les moins chers aujourd'hui sont les produits transformés et c'est ceux où on retrouve le plus de sucre notamment. Et je ne vous parle pas de gâteaux, je vous parle de boîtes de petits pois par exemple ou de biscottes. Donc il y a cet enjeu sanitaire fort. Et on pouvait dire il y a encore quelques années, non mais cuisiner des produits bruts, de saison, vous verrez, ça coûte moins cher. Ben, c'est plus le cas. Aujourd'hui, mettre un plat au micro-ondes, ça coûte moins cher que de cuisiner si on ajoute effectivement le coût énergétique. Et puis encore une fois, je connais des adhérents de vrac de mon asso qui n'ont plus de four en fait parce que ça coûte trop cher ou qui cuisinent juste au micro-ondes, donc ils n'ont vraiment pas d'autre choix. Et puis un deuxième problématique aussi d'accès à l'alimentation de qualité. Donc évidemment la première raison qui empêche de bien se nourrir, ça reste le prix. Et la deuxième, c'est l'offre. Et on n'en est pas comme aux États-Unis, avoir des déserts alimentaires sur des kilomètres et des kilomètres. Mais en France, il y a quand même des zones blanches, il y a quand même des bourbiers alimentaires où c'est difficile de trouver autre chose qu'un discounter pour se nourrir. On ne peut pas parler de désert alimentaire en France, justement? Non, pas encore, parce que quand vous allez aux États-Unis, c'est vraiment, ou au Canada, c'est assez impressionnant. Ça peut être sur une dizaine de kilomètres où vous trouvez rien, quoi. Et, alors qu'en France, il y a quand même toujours quelque chose, mais selon nos mobilités, c'est difficile de pouvoir y avoir accès. La rénovation urbaine dans les quartiers populaires a permis un peu de remettre un peu quelques magasins dans les banlieues, mais aller dans la ruralité, moi, j'ai grandi dans une petite ville du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il reste un Lidl et un Carrefour, c'est tout. Sur le marché, il y a plus grand monde, il reste un producteur de temps en temps. Donc c'est aussi enfin, c'est une difficulté commune, en tout cas, qu'on soit en ville ou dans la ruralité. Justement, on va maintenant parler de l'aspect solution. C'est aussi le but de ce podcast désirable. Avec l'association VRAC, vers un réseau d'achat commun, vous avez essayé de proposer une sorte d'aide alimentaire alternative. Expliquez-nous ce que vous avez fait avec VRAC. À la base, c'était pas prévu que VRAC devienne une association habilitée aide alimentaire. Moi, j'avais passé 10 ans dans un bistrot à Lyon, un café-concert, lieu militant, où on avait déjà fait le choix de remplacer tous les produits par des produits bio, par des produits locaux, pour soutenir cette agriculture paysanne et biologique qui en a grand besoin, et puis avec cette volonté de la rendre accessible. Donc on avait vraiment les mêmes prix que tout le monde. C'était un lieu très engagé. Et puis au bout de 10 ans, je me rends compte que bah oui, ça fonctionne, il y a plein de monde, mais on touche un public quand même sensibilisé, qui a conscientisé cette question d'alimentation. Et puis, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre à l'époque avec Cédric Van Stevendel, qui est désormais le maire de Villeurbanne, mais qui était directeur d'un gros bailleur social en région lyonnaise, et Marc Curie, qui lui travaillait à la Fondation Abbé Pierre, qui a changé de nom récemment, Fondation pour le logement des défavorisés, et qui cherchait un projet pour à la fois développer le reste à vivre des locataires, et puis aussi pour lutter contre l'isolement et l'exclusion. Et puis moi, j'avais cette casquette alimentation, donc je suis allé dans 3 quartiers emblématiques de la métropole de Lyon, à la Duchère, à Lyon, aux Minguettes à Vénissieux et au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, avec juste cette idée d'aller voir les habitants puis de leur dire bah, vous voulez pas qu'on se rassemble et qu'on fasse nos courses ensemble, peut-être qu'on pourrait mieux manger et peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs prix. C'est vraiment parti de ça. Donc évidemment, on n'arrive pas dans les quartiers bonjour, j'ai des produits bio, vous allez voir, ça va être super, parce qu'il y a quand même un rejet de ce qu'on peut pas s'offrir. C'est pas pour nous, c'est pour les riches. Donc il fallait convaincre. Donc j'ai passé vraiment 3 mois à aller rencontrer toutes les assos, les centres sociaux, à rencontrer le maximum d'habitants, puis à faire goûter les produits. Donc j'avais déjà pas mal de liens avec les producteurs de par mon activité passée, et je m'installais au pied des tours, au pied des immeubles, dans les quartiers, à faire goûter des fruits secs, des jus de fruits, des compotes, de l'huile d'olive. Et une fois que la barrière du goût était franchie,
Le choix que j'avais fait à l'époque, c'était de tout revendre au prix d'achat. Donc là, on est en 2014. Il n'y a pas encore eu cette énorme inflation. Donc, la farine bio que je pouvais acheter 80 centimes le kilo, je la revendais 80 centimes. Et là, ça permettait d'avoir des produits plus accessibles pour les habitants, avec un format qui se voulait le plus souple possible. Moi, ce qui m'agaçait, c'était de voir, on doit toujours prouver qu'on est pauvre pour avoir le droit à quelque chose. Donc, Vrac, c'était 1 € l'adhésion. Et c'était prix coûtant sur les produits si tu habites le quartier. Ces quartiers populaires, ces quartiers dits de politique de la ville, sont calculés selon les revenus des habitants. Donc on peut estimer que personne n'est très riche dans ces quartiers-là. Et on ne demandait rien, on faisait confiance aux gens. Et dans le fonctionnement, tous les mois, on proposait une centaine, on propose toujours d'ailleurs, hein, c'est pas terminé, loin de là, vrac. On propose une centaine de références de produits, de céréales, de légumineux, de légumes, et, soit via un logiciel en ligne. Donc les habitants vont choisir les quantités, vont choisir les références, soit lors de permanence physique, parce qu'il y a encore une fracture numérique très forte en France. Et puis, on va centraliser tout ça. On commande les produits en circuit court, en gros volume, ce qui nous permet d'avoir des prix intéressants sans saigner les producteurs, en payant le juste prix. On ne négocie pas, on paye le prix qui nous est donné par le paysan. Et ensuite, on va livrer chacun de ces groupements d'achat dans les quartiers. Et on crée une épicerie éphémère, généralement dans un centre social, où les habitants vont venir avec leur emballage et leurs bouteilles. Et puis, on va passer la journée ensemble à nourrir nos voisins. Et là, on en est où actuellement Alors, Vrac, ça a grossi, ce projet, donc né en 2014. Est maintenant présent dans 23 villes en France et en Belgique, à Bruxelles et à Charleroi. Et la dernière association née, c'est à Saint-Paul de la Réunion. Donc, on a réussi à aller en Outre-mer, et où les besoins sont encore plus forts que dans l'Hexagone. On va dire que Vrac, c'est une étape, et si je puis dire, l'étape ultime, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Venons-en justement à ce concept, à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Tout d'abord, quand et comment est née cette idée? Alors, moi, la première fois que j'en entends parler, c'est en 2018 à Bordeaux, où des étudiants d'Ingénieurs sans frontières, Agrista, évoquent ce sujet-là. Je dis, ah, tiens, quand même, on tient quelque chose là. Effectivement, ça me parle. Vrac, c'était déjà de soutenir les paysans, rendre accessible cette alimentation aux mangeurs et aux mangeuses. Et là, on a vraiment un projet assez enthousiasmant. Et on peut dire qu'on n'en a pas beaucoup sur la table des projets enthousiasmants aujourd'hui. Et encore plus là, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je vois pas, je vois beaucoup de projets très durs, mais pas des projets qui permettraient de changer la société. Donc c'était à cette époque-là qu'on en entend parler. Il y a le CIVAM qui travaille sur le réseau accessible. Il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur le sujet, la Confédération paysanne. Et petit à petit se crée le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation, où on retrouve vraiment plusieurs dizaines d'organisations. Et on réfléchit, on réfléchit, qu'est-ce que c'est que la sécurité de l'alimentation, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et puis il y a ces 3 piliers fondamentaux qui en sont ressortis, à savoir l'universalité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Oui, même quand on est riche, on aura le droit à la sécurité sociale de l'alimentation. On a besoin de communs, on a besoin de projets qui touchent tout le monde, qui nous éviteraient encore une fois aussi de stigmatiser les plus précaires et de sortir de ces politiques pour les pauvres. Et donc, l'idée, c'était 150 € par mois, par personne. Donc, ce côté universel. Le deuxième pilier, c'est la cotisation. Chacun va payer selon ses moyens. Donc même les plus riches recevront ces 150 €, mais devront cotiser certainement plus. Et le troisième pilier, c'est le conventionnement démocratique. Ok, très bien, on a 150 € par mois pour se nourrir, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Vers quelle alimentation on a envie de l'orienter? Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de pouvoir se regrouper, de réfléchir ensemble et de pouvoir conventionner des magasins et des produits. Donc ça, c'est vraiment ces 3 piliers forts de la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis, en 2021, avec le plan de relance après Covid, à l'époque, il y avait de l'argent, le fameux quoi qu'il en coûte. Et on a créé, notamment avec VRAC, avec le réseau CIVAM, avec les Jardins de Cocagne, le Secours catholique et l'UGES, qui est une fédération des épiceries sociales et solidaires, un projet qui s'appelle Territoire à vivre et qui a donné lieu à la Caisse alimentaire commune de Montpellier. Donc la première grosse expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. On parle du concept de droit à l'alimentation.
Et on dit que cette sécurité sociale de l'alimentation permet de rendre effective ce droit à l'alimentation. Est-ce qu'on peut essayer de Oui, bah, décrypter complètement. ça? Le droit à l'alimentation, c'est un traité, international qui a été signé par la France en 1980 et qui est pas du tout, respecté, hein. Le Conseil de l'Europe nous demande, d'inscrire le droit à l'alimentation dans la loi française et nous demande une grande loi cadre, sur l'alimentation. Donc moi, je suis arrivé à l'Assemblée, au mois de juillet. Je n'ai pas changé de de stratégie. Je continue de porter, ces sujets que je portais en tant que militant associatif, et puis j'ai la chance d'être entouré par une multitude d'associations, dont Action contre la faim, et on a déposé une résolution, donc un projet de résolution. Donc c'est pas une loi, hein, un projet de résolution, c'est demander l'avis de l'Assemblée, donc pour inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution et pour demander une grande loi cadre. Comme vous pouvez le voir, hein, cette assemblée est très segmentée. Quand on parle agriculture, souvent ça divise, mais quand on parle alimentation, ça peut nous réunir. Et cette résolution, pour l'instant, a été signée par 104 députés de 8 groupes différents, dont une dizaine de députés de la majorité présidentielle aujourd'hui. Et on a organisé un gros colloque à l'Assemblée avec Action contre la faim. La FAO était présente, il y avait plus de 200 personnes. Quand il y a 2-3 ans, on était une dizaine à en parler. Et puis maintenant, j'attends que ce texte puisse être à l'agenda, hein. Comme on est dans l'opposition, on mise sur les semaines transpartisanes. Donc j'espère que le droit à l'alimentation va pouvoir arriver dans l'hémicycle et qu'on va pouvoir en porter. Et effectivement, la sécurité sociale de l'alimentation serait un outil parfait pour appliquer ce droit. Imaginons un monde dans lequel cette sécurité sociale de l'alimentation soit appliquée. Imaginons un citoyen qu'on crée de toutes pièces. À quoi ça ressemblerait concrètement, cette sécurité sociale de l'alimentation pour ce citoyen? Alors ça existe aujourd'hui sur les territoires et pour pas mal maintenant plusieurs milliers de personnes qui vivent cette expérimentation, hein. Chez moi aussi à Lyon, une caisse alimentaire a été créée il y a quelques mois. Ce qui est hyper intéressant, généralement, les projets qui sont expérimentés, on commence toujours par une sorte de parcours d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous égaux face à notre système alimentaire, on ne le connaît pas tous, on ne sait plus d'où viennent les produits qu'on consomme, il y a aussi une énorme opacité. Donc il y a une remise à niveau générale qui est importante, et là ça concerne tout le monde, hein. C'est pas juste il faut éduquer les pauvres, non, il faut éduquer tout le monde sur ces sujets. Donc il y a tout ce parcours d'accompagnement qui va être des conférences, des lectures collectives, des visites de paysans qui vont nous permettre à cette première assemblée citoyenne d'appréhender au mieux notre système alimentaire. Et une fois que tout ce travail est fait, qui dure plusieurs mois, mais c'est vraiment des mois qui sont indispensables pour avancer par la suite. Ils vont travailler ensemble, ils vont choisir, OK, bah, quel est le montant de la cotisation, quel sera notre fonctionnement, quels sont les magasins que nous allons conventionner, et tout se fait de manière très démocratique. Et je pense que l'enjeu démocratique est le plus important. Est-ce qu'on est capable, sur tout le territoire, en France, dans nos 36 000 communes, de faire vivre cette démocratie? Moi, j'y crois. Je suis persuadé que tout le monde est capable de faire les bons choix et de soutenir notre agriculture. Donc, ce qui change, évidemment, bah, c'est qu'on a cet argent. Alors, on parle de 150 euros. C'était avant l'inflation, hein, donc je pense qu'on serait plutôt autour de 200. L'idée, c'était donc 150 euros, ça nous permet de nous nourrir, mais c'est pas fou non plus. Mais au moins, ça permet de sanctuariser une partie de ce budget. Donc ça permettrait quand même aux habitants, aux mangeurs et aux mangeuses de sanctuariser ce budget et de pouvoir l'orienter vers une alimentation de qualité, vers une alimentation durable. Et aussi de l'autre côté de l'assiette, ça permet aux paysans de pouvoir planifier, d'avoir des rentrées d'argent suffisantes, de ne pas être ultra dépendant de financement ou de subventions extérieures, et de travailler main dans la main avec les mangeurs. Pourquoi vouloir qu'elle soit universelle et pas uniquement pour les personnes les plus précaires? Si c'était uniquement pour les personnes les plus précaires, peut-être que cette mesure coûterait moins cher. Pourquoi vouloir qu'elle soit universelle? Bah, en fait, c'est comme pour la santé. La santé, aujourd'hui, ça ne pose aucun problème. Je n'ai jamais entendu des riches se plaindre d'être remboursés chez le médecin ou d'être remboursés à l'hôpital. Donc voilà, c'est vraiment comment on peut créer des nouveaux communs. L'alimentation, c'est ça, c'est vraiment une extension de la sécurité sociale à l'alimentation, et ça doit être universel pour justement aussi sortir de ces politiques pour les pauvres. On en a fait le constat, elles ne fonctionnent pas depuis plusieurs dizaines d'années, et puis éviter encore une fois cette stigmatisation généralement de la droite à toujours taper sur ces fameux assistés. Et c'est
ce qu'on a entendu hein, quand on a déposé le projet de loi. Alors, c'est pas le projet qu'on a déposé avec Charles Fournier, notamment, ce n'est pas d'instaurer la sécurité sociale de l'alimentation. C'est vraiment d'avoir une loi d'expérimentation qui donnerait un cadre commun à ces expérimentations qu'on a un peu partout en France. Il y en a une bonne quarantaine en ce moment. Et puis de leur donner des moyens d'ingénierie, des moyens pour remplir la caisse alimentaire et des moyens d'évaluer. Et les critiques qu'on a pu entendre du côté du Rassemblement national, c'était généralement il faut absolument marquer dans la loi qu'on pourra utiliser uniquement cet argent pour acheter des produits français. Et on leur expliquait que le principe de cette loi, c'était la démocratie, c'était de remettre la démocratie dans l'assiette et de laisser choisir les gens et qui feraient les bons choix. Les critiques de la droite, c'était oui, encore une fois pour les assister. Alors on leur expliquait, ben non, c'est universel, donc c'est pour tout le monde. Donc certes, vous allez cotiser plus, mais c'est pour tout le monde. Et puis les critiques des macronistes, c'était ça va coûter un pognon de dingue. Évidemment, quand on regarde le chiffre, le coût potentiel, c'est 120 milliards d'euros par an. Donc oui, ça fait flipper de voir 120 milliards d'euros par an. Mais je rappelle et je vous invite à lire le rapport qui a été écrit par le Secours catholique et le réseau CIVAM et le BASIC, les coûts cachés sur les coûts cachés de notre alimentation. On est quasiment à 50 milliards d'euros par an. Oui. On parlait du diabète tout à l'heure, avec le diabète, c'est 10 milliards. Donc les coûts en termes de santé, les coûts environnementaux de notre alimentation sont vraiment très, très élevés. Et puis, encore une fois, ces 120 milliards, une grande partie vont être payés par les gens qui vont cotiser. J'avais justement le chiffre de l'étude de Secours catholique. L'État mettrait 67 milliards d'euros par an dans le système agroalimentaire, dont 19 milliards pour faire face aux coûts cachés liés à la dégradation de la nature, à la santé, etc. Ah oui, oui, non, mais c'est assez fou. On a parlé d'obésité, on a parlé de diabète, on a parlé de maladies cardiovasculaires. Ça ne fait que se développer et ça a un coût phénoménal pour notre société. Donc mieux manger permettrait de limiter ces coûts. Alors évidemment, pas du jour au lendemain, mais on a déjà des témoignages de personnes qui vivent ces expérimentations. Et je me souviens d'une dame à Lyon qui me disait mon mari est diabétique, donc il a perdu, il est devenu très malade, il a perdu son travail. Moi, j'ai dû arrêter le mien aussi pour m'occuper de lui. Donc là, on est passé de produits bio à maintenant on va chez Lidl et un peu d'aide alimentaire. Et avec le fait de participer à cette caisse alimentaire de Lyon et d'avoir des moyens de mieux se nourrir, en fait, alors évidemment qu'il n'est pas guéri de son diabète, mais il va mieux, il se nourrit mieux, il reprend des forces. Donc tout ça est fortement lié. C'est un enjeu sanitaire et environnemental très très fort auquel répond la sécurité sociale de l'alimentation. Pour financer cette sécurité sociale de l'alimentation, il y aurait aussi ces cotisations sociales payées par tout un chacun. Comment faire pour que ce soit acceptable dans un contexte où tout le monde évoque le fait qu'il y aurait trop d'impôts, etc. Comment rendre ça acceptable, des cotisations en plus? L'idée, c'est que aujourd'hui, il y a encore une réflexion au niveau national et que le collectif porte. Est-ce que ce serait les entreprises? Est-ce que ce seraient les salariés? Est-ce que ce seraient les deux qui pourraient financer ce projet-là? Je pense qu'on peut continuer d'en discuter. Encore une fois, c'est des choix politiques. Est-ce qu'on a envie d'investir sur l'avenir ou est-ce qu'on veut rester comme ça? On sait très bien qu'on va dans le mur, que notre agriculture est en grande souffrance, qu'on ne peut pas éviter à un moment donné cette transition écologique, même si on fait tout pour détricoter. On a l'impression qu'aujourd'hui, on était dans une dictature écolo. Là, moi, je découvre l'Assemblée depuis quelques mois. J'ai l'impression que tout est de la faute des écolos. Je ne parle pas du parti, mais en général des écolos. Donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu politique fort que de montrer, oui, ce projet-là peut changer la société, peut changer la vie de nos agriculteurs et peut améliorer la santé. Enfin, quand on touche à l'alimentation, on touche à tout. On touche à la mobilité, on touche à la biodiversité, on touche au vivre ensemble, au lien, au plaisir. Donc moi, je pense que ce projet-là peut vraiment révolutionner notre vie, clairement. Les choix sont effectués localement de manière démocratique. Vous avez commencé à y répondre. Comment être sûr que ces choix se portent sur des produits durables? J'imagine qu'on peut évoquer à ce moment de notre discussion peut-être la Convention pour le climat, qui en termes de démocratie est peut-être un exemple à suivre. La Convention citoyenne pour le climat, ça a été un succès. La problématique, c'est qu'on a retenu que quelques pourcents de tout ce travail. Et moi, je suis persuadé et je le vois déjà aujourd'hui partout en France, les citoyens font les bons choix en fait. Ils orientent parce qu'ils ont envie de soutenir une agriculture locale, ils ont envie qu'il y ait de la vie sur leur territoire, puis ils ont envie de bien se nourrir. Ils vont pas faire venir des produits qui ont traversé 4 fois la planète. Ils vont pas
heu, conventionner des produits, qui ont poussé de manière, extrêmement chimique. Enfin, donc non, moi j'ai vraiment confiance là-dessus. Aujourd'hui, c'est que la problématique, tout le monde sait qu'il faut, manger, bouger, tout le monde sait qu'il faut manger, 5 fruits et légumes par jour, mais on a aussi une pression par le prix, mais aussi une pression publicitaire qui est très, très forte. C'est des milliards d'euros chaque année pour faire la publicité de produits qui sont pas bons pour la santé. Donc, tout ça est lié. On en revient à cette idée de loi cadre, il faut aussi réguler ça. Donc non, non, moi je suis très, très confiant. Ce serait une révolution de nos modes alimentaires, si je puis dire. Moi-même, je consomme des choses rapides, des plats cuisinés. Est-ce que, cela devrait s'accompagner de formations, autour de la nourriture et cetera ou pas forcément? Ah, il faut être bien clair, moi je suis pas là pour faire la morale aux gens et dire ce qu'ils doivent manger. Clairement, moi je peux aussi, manger, de la junk food, de la street food, tout ce que vous voulez, il y a pas de souci, je suis, ouvert à tout. Hem, une fois qu'on a dit ça, l'éducation, elle doit être pour tout le monde et aujourd'hui, il y a plein de projets en France, hein. Je pense à l'école comestible de Camille Labro, bah, oui, on devrait parler alimentation dans toutes les écoles, comme on parle d'histoire, de français, d'art plastique, ça me semble, important que tout le monde puisse partir avec les mêmes bases. Et puis aussi de pouvoir développer, comme ça existe au Québec, hein, des cuisines collectives, des cuisines de quartier. Au Québec, il y en a plus de 2000, des endroits où on peut se retrouver pour cuisiner ensemble. Donc voilà, on refait du lien, on lutte contre la précarité alimentaire et énergétique et on partage les bonnes recettes. C'est peut-être la partie la plus dure à comprendre, le côté agriculture, mais quel peut être l'effet envisagé, de, la sécurité sociale de l'alimentation sur les agriculteurs? Bah, aujourd'hui, alors il est encore un peu tôt et d'ici, quelques mois, on aura des réponses. Mais, pour pour eux, aujourd'hui, ils voient des personnes venir sur leurs étals, sur les marchés de plein vent, qu'ils ne voyaient pas avant. Des gens qui allaient, chez les discounters et qui ne pouvaient pas, acheter, des produits, sur le marché. Donc ça, c'est déjà une première chose. Des nouveaux clients, en ce moment, c'est pas rien. Il y a aussi cette question de planification. Ils commencent à pouvoir mesurer qu'est-ce qui fonctionne comme produit, qu'est-ce qui fonctionne moins. Ah bah tiens, les légumineux, ça marche. Et bah peut-être que je peux, mettre plus de pois chiches et de lentilles l'année prochaine. Donc ça leur permet d'avoir en tout cas une vision sur l'avenir, un peu plus, sereine. Et puis, un marché qui va se développer, et de nouveaux débouchés. Donc ça, aujourd'hui, pour les paysans, en tout cas ceux qui travaillent avec nous, que ce soit la Confédération paysanne ou le réseau Stivam, c'est un projet qui les motive. Pour parler un peu avec des termes économiques, ça serait une politique de la demande, pour les agriculteurs, donc on soutiendrait, la demande. Est-ce que ça doit s'accompagner, selon vous, cette mesure, pour qu'ils puissent répondre à cette demande d'une politique de l'offre, du Bah, soutien de ces agriculteurs? aujourd'hui, on est à moins de 10% d'agriculture bio, en France. Il y a encore énormément de travail. Il faudrait déjà qu'on puisse commencer par respecter la loi, hein. La loi Egalim, aujourd'hui n'est pas respectée. Quand on pousse pour qu'il y ait 20% de bio, dans les cantines, alors plein de villes, encore une fois, Lyon, Strasbourg, Paris, sont des modèles et travaillent, fortement là, sur ce sujet. À l'Assemblée nationale, on est à 5% de bio. Donc, l'endroit où on fait la loi, enfin, c'est quand même complètement fou. Donc déjà, respecter ça, ça permettrait aux paysans, en agriculture biologique de vivre, en fait, et puis de réorienter aussi les aides. Évidemment, aujourd'hui, la grande majorité des 9 milliards d'euros de la PAC, c'est pour une agriculture intensive. Donc, il faut soutenir, nos agriculteurs, en bio, et qui en ont vraiment grand besoin. Il y a eu une chute, là, ces dernières années, ça revient, ça commence à remonter parce que les gens aussi en ont marre de se faire arnaquer par la grande distribution tous les jours un peu plus. Ça, je vous le laisse. Mais il y a pas de Hem, souci, non, mais je l'assume complètement. hem, Selon vous, soyons le plus honnête possible, est-ce qu'il y a des chances que cette mesure soit appliquée à court, à moyen ou à long terme, selon vous? À court terme, je ne pense pas. Alors encore une fois, si je reviens juste sur cette proposition de loi, qu'on a pu, faire passer à l'Assemblée au mois de février, on n'a pas pu aller au vote. Donc ça a été voté en commission avec les retours, dont je vous ai parlé. Un bloc de gauche qui allait, dans le bon sens et puis, la droite, la Macronie, l'extrême droite qui était plutôt, hostile. On n'a pas pu aller au débat dans l'hémicycle parce que c'était au cours de notre niche parlementaire. Et comme vous le savez, une niche parlementaire, ça commence à 9 heures du matin, ça finit à minuit. Donc on a eu la chance de valider le texte sur les polluants éternels, sur les PFAS de Nicolas Thierry, puis la taxe Zuckman
Les fameux 2%. Et ça, c'est intéressant quand même d'insister 1 minute là-dessus. La taxe Zuckman, c'est une taxe de 2% pour les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. 100 millions d'euros de patrimoine. Vous les avez? Moi, je les ai pas, hein. Oh Ça- oui, oui. Vénard. Donc, vous faites partie des 1800 Français. C'est une blague. Donc je une le taxe, précise. donc c'est une taxe de 2%. Et la droite a passé des heures avec beaucoup d'amendements à faire obstruction pour que ce texte ne passe pas. Donc quand on est arrivé, on a réussi à le faire passer. Mais quand on est arrivé au texte sur la sécurité sociale et l'alimentation, il était 23h30, il était trop tard. Donc on n'a pas pu aller au débat. Et en même temps, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de médias qui sont intéressés au sujet, beaucoup aussi de financeurs ou de structures institutionnelles qui se sont dit ah bah tiens quand même ces projets-là ça peut être intéressant de les soutenir. Donc c'est pas rien n'est perdu à court terme. Ça va pas se faire, mais bon, on a des présidentielles en 2027 et ça peut être dans quelques programmes, je pense. Vous espérez que ce soit dans un programme Bah, oui, il faut continuer. Bah, c'était déjà dans le programme des écolos. J'invite les autres partis et puis les autres candidats de gauche, parce que je pense qu'il y en aura un certain nombre, à porter ce sujet-là, qui est vraiment fédérateur et qui peut nous donner un peu de foi en l'avenir. Allez, faisons de la pub pour d'autres idées, d'autres mesures qui peuvent exister pour l'alimentation. Est-ce qu'on peut citer d'autres mesures pertinentes qui compléteraient la sécurité sociale de l'alimentation? Mais en fait, il y a plein de projets en France, partout, et c'est ça qui est génial. Alors tout le monde aujourd'hui, et beaucoup de ces projets sont en difficulté, hein, on le voit bien au niveau économique, mais on est très créatif que ce soit les épiceries sociales et solidaires qui sont en train de se retransformer. Nous, à Lyon, on a pu monter un lieu qui s'appelle la MESA, la Maison engagée solidaire de l'alimentation. Et bah, des maisons solidaires de l'alimentation, il devrait en avoir dans tous les quartiers, un endroit où on peut se restaurer à 12 euros, 8 euros ou 4 euros selon les moyens, où on peut faire ses courses avec ce même principe de triple tarification, où on peut cuisiner ensemble. Ça me semble indispensable. Je parlais de ces cuisines collectives chères à nos amis québécois. Ça, pareil, ça devrait exister un peu sur tout le territoire. Mais il y a vraiment une richesse associative, une richesse entrepreneuriale. Donc je ne m'inquiète pas des beaux projets, il y en a partout. On arrive au bout de cet épisode. Je vais vous donner 1 minute pour évoquer 3 raisons pour lesquelles la sécurité sociale de l'alimentation doit être mise en place. Bah, j'en ai déjà parlé, mais c'est les 3 raisons vraiment pour mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. C'est soutenir notre agriculture paysanne et biologique. Ça me semble indispensable. 20% de nos agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. De permettre à tout le monde, et je dis bien tout le monde, de bien se nourrir, d'avoir un accès à une alimentation choisie, une alimentation durable, une alimentation de qualité. Et puis la 3e raison, je dirais juste, en fait, c'est même pas une raison, c'est aller voir en fait. Aller voir ce qui se passe, aller voir sur les territoires. Il y a forcément une expérimentation et vous allez voir ce que ça génère au niveau humain. Et tout le lien voilà, je trouve ça assez fou, des personnes qui ne se connaissaient pas et qui maintenant construisent un beau projet ensemble. Donc, soyez curieux, regardez ce qui se passe autour de chez vous et rejoignez-nous. Bon, ben, c'est 3 bonnes raisons et on espère que cet épisode vous aura permis de vous faire un avis sur cette sécurité sociale de l'alimentation. À bientôt, Boris Taverny. Merci beaucoup.